Cela étant dit, j'accueille Gérard Vespierre par appel vidéo. Bonjour Gérard. Alors je vous entends peu, mais je vois sur vos lèvres que vous avez dit bonjour. Vous êtes chercheur en relations internationales. C'est la même chose, c'est la même chose de mon côté. Je vous entends très faiblement, donc on va être obligé de jongler un petit peu. On a vu ça avec la technique, on ne peut pas malheureusement améliorer. Voilà, et il y a, pendant qu'on parle, l'image d'un char russe, vraisemblablement dans le ravin. J'espère que ça n'est pas le symbole de l'état de notre communication. D'autant que je voulais parler avec vous de la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Quel rôle ça a dans le dialogue qui s'instaure entre les différentes puissances et les différentes instances? Est-ce que c'est du jusqu'au-boutisme ou est-ce que c'est juste une façon de rappeler qu'il a cet argument-là en poche, selon vous? Alors là, nous allons commencer très très fort parce que je ne suis absolument pas d'accord avec cette notion de menace nucléaire, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut être éminemment prudent, éminemment calme, éminemment rationnel. Menace, c'est-à-dire que vous brandissez des armes. Menace, c'était le cas de la crise des missiles de Cuba en 1962 quand les missiles russes avançaient vers les côtes américaine. L'Ukraine n'est pas un nouveau Cuba, selon vous? Absolument. Enfin, le dispositif, l'analyse, si vous voulez, militaro-nucléaire est complètement différente. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, il s'agit du dispositif russe qui est en place sur le sol russe, dans l'espace aérien russe, dans les mers où sont les sous-marins russes. Et on a, dans ce dispositif, augmenté le niveau d'alerte. C'est-à-dire que, pour faire court, au lieu que certaines personnes soient en train de se reposer, on leur dit maintenant vous êtes à votre poste. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est complètement différent d'avoir des missiles qui sont en mouvement et qui s'approchent de certaines côtes ou de certaines frontières et où on exerce une pression effectivement à la fois psychologique et militaire avec l'arme nucléaire et le fait de dire, eh bien, dans mon dispositif nucléaire, messieurs, mettez-vous à vos postes. Ce n'est pas la même chose. Et je crois qu'il faut être très très prudent vis-à-vis du public, vis-à-vis des téléspectateurs en disant voilà, ce n'est pas la même chose. Dans le cas de Vladimir Poutine, c'est avant tout un outil rhétorique, un outil, une arme psychologique vis-à-vis de l'Occident. Oui, même si Vladimir Poutine, effectivement, a promis des conséquences importantes concernant les pays qui pourraient s'allier d'une façon ou d'une autre à l'Ukraine. Mais on reviendra aux questions de défense qui sont effectivement cruciales avec vous tout à l'heure. Quatre fers, est-ce que la Russie n'a pas abattu toutes ses cartes et qu'une de ces cartes pourrait être précisément, comme ça vient d'être suggéré, de nous couper les vivres? Écoutez, oui, j'ai bien entendu ce qui vient d'être dit par votre expert qui est effectivement très connaisseur de cette question-là et en profondeur. Mais il a évoqué le pistolet sur la tempe. Je pense que le pistolet, quelque part, est réciproque, n'est-ce pas? Le client tient aussi un petit peu le fournisseur comme le fournisseur tient le client parce que la Russie a éminemment besoin de ses recettes en matière énergétique. Elle représente 40% des revenus du trésor russe. Donc voilà, il y a une interdépendance qui s'est établie. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que peut-être les commerçants, avec un C majuscule, ont eu le leadership par rapport aux stratèges. Et donc, comme il vient d'être évoqué, effectivement, il faut que nous repensions notre géostratégie de l'énergie en Europe de façon à ce qu'elle soit plus équilibrée. Une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous dépendons effectivement trop de l'Est et malheureusement, depuis 40 ans, la route du Sud nous est coupée. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Eh bien, c'est que historiquement, dans les années 60-70, nous avions le potentiel iranien, n'est-ce pas? L'Iran produisait à la chute du Shah 6 millions de barils par jour. Et maintenant que l'Iran a changé de camp, que l'Iran a baissé sa production sous contrainte, eh bien, nous sommes dans une situation où nous avons, l'Iran étant aussi un grand producteur de gaz, deuxième réserve de gaz du monde, eh bien, voilà, nous avons un problème. Il faut, à la limite, vite pouvoir retrouver les ressources de l'Iran
mais probablement avec un régime différent. On comprend bien un ordre du monde dans lequel les ennemis d'hier deviendraient les alliés d'aujourd'hui, dans cette situation d'interdépendance que vous mettez en évidence vis-à-vis de la Russie. Michel Hermans, vous êtes d'accord? Gérard Vespierre, m'entendez-vous? Je vous entends faiblement, mais je vous entends. Ok, j'avais une dernière question avant de vous libérer. Je vous remercie d'avoir été autant de temps avec nous. Voilà, on commente des images et puis ces images illustrent aussi les préoccupations qu'on a pour voilà, des bombardements qui pourraient à l'avenir avoir lieu dans d'autres villes européennes. Nous ne souhaitons pas être alarmistes, mais en même temps, il est difficile de bien cerner les intentions de Vladimir Poutine, qui lui-même, vis-à-vis de sa propre population, fait en sorte qu'on ne sache pas tout. Je ne trahis pas un secret, vous intervenez souvent sur RT, Russia Today, en français. C'est une chaîne qui subit, qui est visée par les autorités européennes. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre médiatique? Vous semble-t-il, au fond, justifié de freiner la diffusion de certains messages via certains médias? Alors, je me dois de préciser, de poursuivre votre commentaire concernant Russia Today. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, parfaitement. Donc effectivement, j'ai depuis plusieurs années été invité par Russia Today. Je vais être tout à fait clair et cash avec vous en disant que, d'une certaine façon, j'étais une caution, allons, n'ayons pas peur des mots, atlantiste de la chaîne. Et donc, dans une émission pratiquement ultime, samedi, j'ai taillé en pièces le présentateur. Ce qui a valu à cet extrait de faire le tour de la toile. On est à... C'est votre buzz, oui. C'est votre quart d'heure de célébrité. Et effectivement, on peut le retrouver facilement sur Twitter. Mais au-delà de ça, le fait que RT... Non, mais parce que quand vous évoquez Russia Today, Julien, il faut vraiment être très prudent. Il faut donner l'ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai cru nécessaire... de donner votre position. Mais est-ce qu'il vous semble compréhensible qu'on agisse contre Sputnik et Russia Today aujourd'hui, des médias qui, au sein de la Russie notamment, ne prononcent plus le mot guerre? Absolument. Donc, bon, maintenant, voilà, on tourne cette page-là. Concernant les images que l'on vient de voir, je les rapprocherai volontiers des images que nous avons vues il y a quelques jours, je crois 48 heures, où il y avait un missile de croisière qui est arrivé sur un immeuble. Donc, à l'évidence, je dirais hautement probablement, ce sont des erreurs, des missiles qui sont, dont le GPS se dérègle, etc., et qui frappent les installations des immeubles. Parce qu'il n'y a eu que 2 ou 3 incidents de ce genre, accidents, voilà, ce n'est pas une volonté tactique ou stratégique. C'est ça qu'il faut bien voir et faire la différence. Alors, Gérard Vespierre, je veux juste être tout à fait sûr, parce que j'étais en même temps captivé par les images et par le fait que je dois envoyer la pub. Mais là, vous êtes en train de nous dire que ces obus qui ont touché des civils, ça n'était pas leur destination première. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut être prudent. Je veux dire que quand vous avez simplement un incident, il faut être prudent. Quand vous avez une stratégie, quand vous avez des bombardements pendant des heures, là, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Mais si vous avez un incident ou un fait rapporté, il faut être prudent. Simplement prudent. On ne sait pas si effectivement, vraisemblablement, dans les minutes qui viennent, toutes les places de Kharkov sont bombardées de cette façon-là. Mon propos est inutile. Mais s'il n'y a rien d'autre, on doit être prudent vis-à-vis des téléspectateurs. Je ne souhaite pas invalider votre propos, puisque c'est aussi un acte volontaire. Un GPS qui se dérègle, évidemment, ça existe. Que les victimes collatérales soient les civils, c'est toujours le cas. Mais il semblerait, Jean-Pierre, vraisemblablement, que des bombardements de ce type continuent d'avoir lieu dans des villes. Effectivement, là, je découvre de nouvelles images de bombardements de Kharkiv. Il s'agit d'immeubles relativement modestes dans le centre de cette ville d'Ukraine. Je voulais peut-être, si vous permettez, monsieur, vous répondre extrêmement rapidement. Je crois aussi, personnellement, j'ai des réserves quant à la censure de RT ou de Sputnik parce qu'elles ne le sont pas aux États-Unis. La liberté d'expression est importante et parce que leur audience est tellement marginale que dans le fond, ça ne compte pas. En revanche, j'ai très peur que maintenant des journalistes occidentaux soient expulsés de Moscou. Or, leur présence est nécessaire. J'ai très peur aussi que ces journaux soient en difficulté. Et donc, je pense que ce n'était pas la meilleure
meilleure mesure qui a été prise ces dernières heures. C'est effectivement inévitable comme sanction. Vous bloquez RT et Sputnik, alors il y aura des représailles. On refuse des accréditations pour vos journalistes qui ne pourront plus couvrir ce qui se fait et ce qui se dit. C'est l'essence même de notre métier, pour vous informer, pour vous essayer de faire comprendre ce qui se passe, y compris à Moscou. Voilà une des sanctions qui pourrait être, et c'est notre crainte partagée aujourd'hui, contre-productive. On va tourner une brève page de pub. On se retrouve tout de suite après pour cette édition spéciale Guerre en Ukraine. À tout de suite.